Le comité d'organisation du concours de la beauté togolaise Miss Togo a été lancé ce 31 mai 2024 à Lomé. Partenaire et sponsor officiel de ce concours, Move Africa Togo compte de cette manière s'impliquer dans le développement socioculturel du pays. Move Africa Togo est sponsor officiel de l'élection Miss Togo depuis 2007. Et pendant toutes ces années, nous avons pris l'engagement de faire évoluer nos standards, d'être le pionnier de l'innovation et d'être un acteur engagé dans le développement social et culturel du pays. J'invite la population togolaise que, au passage, Move Africa a toujours placé au cœur de sa stratégie de développement, en leur offrant bien évidemment le meilleur réseau, la meilleure qualité, les meilleurs services au prix les plus bas sur le marché. Je les invite à encourager ces jeunes femmes qui vont oser se mettre en avant, qui vont oser viser loin et qui vont oser le changement. Et je les convie à embarquer avec nous dans cette aventure extraordinaire pour qu'ensemble nous puissions faire de notre événement incontournable un succès mémorable. Selon l'actuelle reine de la beauté togolaise, Nathalie Yao Amouama, le soutien de Move Africa Togo depuis 2007 a été indéfectible à ce concours et aux réalisations des projets portés par les Miss. Je voudrais réitérer mes remerciements au sponsor officiel Move Africa Togo qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans mon projet social dans sa phase de contribution. Le lancement de ce concours dévoilait le calendrier de l'édition 2024. La chance est donnée aux filles togolaises sur tout le territoire de participer aux éliminatoires, au régional et à la grande finale du concours de la beauté togolaise Miss Togo. Première cause d'hospitalisation et de décès au Togo, le paludisme est une maladie endémique dont la transmission dure presque toute l'année sur l'ensemble du territoire national et qui touche particulièrement les enfants. En 2022, près de 2,5 millions de cas de paludisme ont été enregistrés, dont plus d'un tiers concernaient des enfants. Conscient de cette situation alarmante et dans le cadre de ses efforts pour lutter contre cette maladie endémique, le ministère de la Santé a lancé ce jeudi une campagne de chimioprévention saisonnière CPS du paludisme. Cette initiative vise spécifiquement les enfants âgés de 3 mois à près de 5 ans. Le programme CPS consiste à administrer des comprimés antipaludiques sur une période de 3 jours chaque mois et ce pendant 4 mois consécutifs. Les régions ciblées pour cette intervention sont les savanes, la Kara, la centrale et les plateaux. L'objectif est de protéger les enfants des formes graves de la maladie et de réduire le taux de mortalité infantile pendant la saison des pluies, période de forte activité des moustiques, vecteurs du paludisme. En parallèle à cette campagne, le gouvernement a renforcé les mesures de lutte contre le paludisme en rendant gratuits les tests rapides de dépistage et les médicaments antipaludiques dans les centres de santé. Cette mesure vise à faciliter l'accès au traitement pour l'ensemble de la population. Selon le rapport 2019 sur le paludisme dans le monde, l'incidence du paludisme au Togo a diminué de plus de 25% entre 2015 et 2018, tandis que la mortalité a baissé de 8% sur la même période. Néanmoins, pour éradiquer définitivement le paludisme, la contribution de la population est essentielle. Il est crucial que les habitants dorment sous des moustiquaires imprégnés et assainissent leur environnement afin de réduire les habitats des moustiques. Les populations, surtout celles qui résident dans les zones vulnérables, ont raison de s'inquiéter pour les jours à venir, mais elles doivent prendre des dispositions pour se mettre à l'abri des dégâts ou quitter leur lieu d'habitation, du moins durant cette période de pluie. Tels ont été les propos du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet. La dite agence a déclaré ce 30 mai que le mois de juin, qui annonce la grande saison pluvieuse, sera marqué par des inondations au sud du Togo. Selon les prévisions, il faut s'attendre à des fortes pluies au mois de juin, qui est considéré comme le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du Togo.
Notons qu'un numéro vert a été mis à la disposition de la population. Ce numéro servira à signaler les situations d'urgence dues aux inondations. Les profonds changements environnementaux enregistrés dans le monde, en particulier en Afrique, se produisent à un rythme plus rapide que prévu. De la qualité de l'air à la dégradation des terres, passant par la qualité et l'accès à l'eau douce, sans oublier le commerce illicite de la faune, entre autres, le monde continue de faire face aux défis de la dégradation de l'environnement. En effet, la dégradation des sols affecte directement la vie et les moyens de subsistance des populations, menaçant la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et provoquant migration et déplacement. Selon la Banque mondiale, en l'absence de mesures rapides et concertées en matière de climat et de développement, plus de 216 millions de personnes dans le monde pourraient devenir des migrants climatiques d'ici 2050. Afin de réveiller la conscience des uns et des autres sur le sujet, la communauté internationale observe ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. L'objectif est de sensibiliser et de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Cette année, la campagne se concentre sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Après Ouagadougou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé au Burkina Faso mardi en fin de journée, accueilli par son homologue Karamoko Jean-Marie Traoré. Cette visite s'inscrit dans l'agenda de sa tournée africaine qui a démarré la semaine dernière en Guinée et doit prendre fin au Tchad ce mercredi. Il s'agit de la 6e visite du diplomate russe sur le continent en l'espace de 2 ans. Moscou cherche ainsi à consolider un soutien important dans les pays africains en pleine guerre avec l'Ukraine pendant que plusieurs de ses anciens alliés occidentaux lui tournent le dos. L'offensive russe a permis depuis de renouer des accords en matière de défense avec les pays du Sahel, d'approvisionner plusieurs autres en blé et en armes. Mais également le pays négocie de nouveaux partenariats miniers pour son industrie. Au Nigeria, les principaux syndicats ont décidé ce mardi de suspendre leur grève illimitée durant une semaine afin de poursuivre les négociations avec le gouvernement concernant le nouveau salaire minimum. Les 2 principales fédérations syndicales du Nigeria, le Nigerian Labour Congress et le Trade Union Congress, avaient coupé le réseau électrique et perturbé le trafic aérien dans tout le pays lundi en entamant une grève illimitée. Depuis des mois, les négociations sont au point mort. Le gouvernement s'est dit ouvert à une augmentation du salaire minimum mensuel au-dessus des 37 € par mois qu'il avait proposé. Mais ce montant reste insignifiant aux yeux des syndicats qui réclament un salaire minimum de plus de 300 € et une diminution des tarifs de l'électricité. Les syndicats du secteur pétrolier ont également menacé d'interrompre la production. Megbenga Komolafe, directeur de la commission nigériane de réglementation du pétrole, a affirmé que des mesures d'urgence avaient été mises en place pour garantir la continuité de l'activité. Il s'agit du 4e mouvement de grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu l'année dernière. Tels des zombies, on les croise somnolents sur les trottoirs. L'un des effets du couche, une drogue synthétique bon marché qui fait des ravages parmi la jeunesse sierra-léonaise. Mohamed en est victime. Lorsqu'il rentre chez lui, il s'endort sous le regard désemparé de sa mère. Parfois, quand je suis assis seul en pensant à ce que j'étais au début, j'ai l'impression de me détruire moi-même et mon avenir. Avant, Mohamed avait des projets, mais la drogue a tout éclipsé. Pour s'en procurer, il a même vendu des objets de valeur de la famille. Mais Mounatou, vendeuse de poissons au marché, est désespérée. J'ai mal à chaque fois que je le vois, car quand il est né, il n'était pas comme ça. J'ai honte. J'ai honte en présence des gens. Je suis découragée par ce couche, car l'état de mon fils n'est pas bon. Je ne sais pas quoi faire. Son fils est sur liste d'attente pour obtenir une place dans l'unique centre de réhabilitation du pays. Face à ce fléau, l'État manque de ressources. Alors, la société civile tente de combler les lacunes. Ces volontaires vont à la rencontre des jeunes drogués dans les bidonvilles et leur action commence à porter ses fruits.
Depuis que nous avons lancé ce projet en janvier 2024, près de 70 personnes ont changé de vie. Nous sommes heureux quand elles reviennent nous dire merci. Mais ce n'est pas facile pour nous car nous sommes des jeunes et nous nous débrouillons seuls. Mais nous l'avons fait pour Dieu, pour notre communauté, pour le quartier de Bombay, puis pour la Sierra Leone, afin que nous puissions lutter contre le couche. De la débrouille et de la bonne volonté, pas sûr que cela suffise à endiguer le phénomène en Sierra Leone. La ville ressemble à un gigantesque chantier. Mekele, revenu de l'enfer de la guerre, recommence à vivre au rythme du travail des ouvriers et des géomètres. Des routes et 2 hôpitaux sont en cours de construction et peu à peu les Éthiopiens retrouvent de l'espoir. Les gens trouvent enfin un peu de soulagement après de nombreuses épreuves. Lorsqu'il y a une telle paix, les gens peuvent se concentrer sur leurs moyens de subsistance. Sur ce panneau, devant un immeuble en construction, il est écrit « Votre sacrifice est pour votre peuple ». Et quel sacrifice? La guerre s'est tue il y a 19 mois et l'administrateur de la ville avoue que certains ouvriers ont près de 17 mois de salaires impayés. Le budget global manque pour aller plus vite, mais les autorités ont promis d'écouter la population. Nous avons adopté une approche de bas en haut en raison des ressources limitées et de l'ampleur des destructions. Pour reconstruire notre ville et créer un environnement propice, nous avons donné la priorité aux besoins de notre population. Nous construisons environ 12 routes bitumées dans la ville et nous sommes sur le point d'achever 3 d'entre elles. Nous travaillons également sur 2 hôpitaux qui sont actuellement en cours de construction. Le réseau électrique, lui aussi, a besoin d'être reconstruit. Dans le Tigré, les autorités du pays ont estimé les besoins à près de 20 milliards de dollars. Selon les administrateurs locaux, de l'argent a été prêté par des entreprises et la population voit dans ces travaux des signes encourageants. Mais il reste énormément à faire pour sortir d'un des conflits les plus meurtriers de ce siècle. Selon une évaluation du gouvernement, près de 8 millions de personnes souffrent de la faim dans le Tigré et la région voisine de l'Amar. Sur les routes migratoires vers l'Europe, les migrants font face à des horreurs inimaginables alors que les conflits au Soudan et au Sahel entravent leur protection. L'alarme a été tirée mardi par les humanitaires de l'ONU. Des milliers de personnes risquent donc leur vie dans ces zones chaque année en Afrique. L'apport des autorités locales est sollicité. Si on ne peut pas être présent au nord d'Agadez aujourd'hui, les autorités locales sont là. Il y a des gens qui sont nés là-bas, qui étaient là-bas avant que cette route soit utilisée à des fins de migration vers la Libye. Travaillons avec ces autorités. Ces autorités voient le problème, ces autorités aimeraient faire quelque chose. Reste l'épineuse question des moyens. Le HCR réclame plus de soutien afin de mieux protéger les migrants. Et on continue de parler de sauvetage en mer. Le concept de sauvetage dans le désert n'est pas très développé. Recherche et sauvetage dans le désert. Et c'est quelque chose qu'on aimerait développer avec ces autorités locales. Technologiquement, c'est possible. Les humanitaires citent l'exemple d'Agadez au centre du Niger, une plaque tournante de la migration vers la Libye, jugée dangereuse pour les migrants. La Terre n'a jamais eu autant chaud. C'est le constat fait par une étude publiée dans la revue Earth System Science Data ce mercredi. Dans ce rapport, un groupe international de 59 scientifiques a recherché les causes de vagues de chaleur extrêmes qui se sont abattues sur les pays du monde l'année dernière. L'année 2023 s'est distinguée par une hausse de 1,43 degrés et le réchauffement climatique provoqué par les activités humaines a progressé de 0,26 degrés par décennie contre 0,25 degrés l'année précédente. Il ne s'agit pas d'une différence significative, mais le taux de cette année est le plus élevé de tous les temps. L'accumulation de dioxyde de carbone due à l'augmentation de l'utilisation des combustibles fossiles est la principale cause de cette hausse de température. Le rapport indique que si le monde continue de consommer les énergies fossiles, le seuil fatidique des plus 1,5 degrés à ne pas dépasser sera bientôt franchi.